Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Julien Herala. Bonjour Julien. Bonjour Sophie. Julien, tu es vétérinaire, sorti de l'université de Liège en Belgique en 2008 et tu es originaire de Saint-Malo. Tu es vétérinaire rural en allopathie et ostéopathe multi-espèces. Tu es associé aujourd'hui chez G3 Vet en Loire-Atlantique. Tu exerces la fonction de président des GTV de ta région depuis 4 ans et tu viens de rentrer dans la commission des médecines alternatives des SNGTV. Tu assures également la fonction de coordinateur national du réseau Cap Douleur pour la partie rurale et tu es membre de l'équipe pédagogique de l'IMAOV pour la partie enseignement de l'ostéopathie vétérinaire. Comme si c'était pas assez, tu es aussi engagé depuis 2 ans dans des actions et conférences chez Oniris, à Liège, Angers, pour n'en citer que quelques-uns. Toujours en lien avec le bien-être des membres de notre profession, car tu es profondément animé par l'humain. Enfin, tu es mari, papa de 3 enfants, ton temps libre est restreint, pas de surprise au vu de ta biographie, mais lorsque tu t'en accordes, c'est l'écriture et la musique qui t'animent. Alors Julien, ça me fait très plaisir de t'avoir à mon micro. Merci d'être là et merci d'avance pour ce que tu vas nous livrer. Un parcours tumultueux, bercé par l'acharnement au travail, par souci de bien faire, ainsi que des addictions pour anesthésier les états d'anxiété qui te plombaient. Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors, commençons par le commencement. Une fois n'est pas coutume, on entame la saison 2 avec la question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire? Julien, à toi. Merci Sophie de m'accueillir et c'est un plaisir largement partagé que de partager ces moments avec toi. Pourquoi vétérinaire? En fait c'est une décision qui a été assez tardive. J'ai été appelé vers ce métier-là vers 17 ans. Avant ça, j'avais quand même un attrait assez important pour tout ce qui était en rapport avec les sciences, la biologie, la chimie, voilà ce genre de matière, et un petit peu aussi avec le contact aux animaux. Donc parmi les métiers que j'ai envisagé palefrenier. Donc c'était un peu l'inquiétude pour mes parents parce que c'était pas très rémunérateur, on va dire, comme projet. Et puis donc suite à un accident que j'ai eu quand j'étais jeune où j'ai failli perdre un œil, j'ai envisagé de sauver tous les yeux de la terre, donc être ophtalmo. Et puis finalement, c'est au cours d'un voyage auprès d'un cousin de ma maman qui habitait au Canada et qui était vétérinaire canin, dans une des premières structures hospitalières qui est connue, notre profession, il y a à peu près 25 ans maintenant, ça nous rajeunit pas tout ça, que je me suis intéressé à ce métier-là. Donc du coup voilà, j'ai commencé les études de prépa, donc 2 ans de prépa, j'ai raté 2 fois le concours, donc à très peu de place la deuxième fois, mais enfin bon, il faut bien des gens qui ratent juste au bord de la réussite. Et donc ça m'a mené à donc passer par la fac de bio. À l'époque, c'était possible pour aller faire les études en Belgique. Passer un diplôme autre que vétérinaire, donc un diplôme un doc de biologie, et par équivalence de diplôme, via les accords de Bologne, il était possible d'entamer les études de vétérinaire en Belgique. Oui, alors qu'aujourd'hui, ça se fait plutôt par tirage au sort. C'est ça. Et donc, tes études en Belgique, qu'est-ce que tu en retires? Donc j'ai fait 3 ans à Namur et 3 ans à Liège.
Donc c'est 2 villes universitaires. Bon, faut savoir qu'en Belgique, les 3 dernières années se font obligatoirement à Liège, mais on a 4 possibilités de faire les 3 premières années. Donc 6 ans en tout, donc 6 ans où ça s'est très bien passé au niveau déroulement des études. Et ces 6 ans pendant lesquels j'ai tissé des amitiés très fortes et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui avec des Français expatriés comme moi en Belgique, mais aussi des Belges pure souche. C'était très enrichissant de faire mes études à l'étranger, en Belgique. Ça m'a permis d'apprendre une autre culture et même d'y participer, notamment via ce qu'on appelle le folklore estudiantin en Belgique et les traditions locales. Ces 6 ans où j'ai pas forcément été toujours très studieux, on va dire, et toujours, il y a eu un folklore très animé, très festif et surtout un petit peu omniprésent. Donc il y a toujours des occasions de fêter plein de choses. Donc la fête, accompagnée de pas mal d'excès, il faut être honnête, ont rythmé un peu ma vie beaucoup plus que les cours magistraux. Et malgré ça, fallait quand même réussir les examens. Alors en Belgique, c'était des examens regroupés sur un mois à peu près, et avant lesquels on avait entre un mois et demi et 2 mois de révision qu'on appelait le blocus. Et donc en gros, les phases d'études se limitaient à peu près à cette période-là, et le reste de l'année, je faisais la fête. Donc c'était effectivement très restreint. Donc ça m'a permis de réussir, étant donné le manque d'assiduité le reste de l'année, mais au prix d'efforts quand même assez déraisonnables pour y parvenir, puisque pendant le blocus, c'était des journées de 15-17 heures non-stop, enfin voilà, où c'était beaucoup trop intense pour rattraper le retard de l'année. Mais malgré tout, enfin voilà, c'est des années qui sont inoubliables et pour lesquelles je remercie ce pays d'adoption et les personnes qui ont croisé mon chemin pour tout ce qu'elles m'ont apporté et qu'elles continuent de m'apporter. Donc c'est sans regret d'avoir raté tes deux années de prépa. Ah oui, oui, sans hésiter. Alors après, je parle de ce que je ne connais pas, vu que je n'ai pas fait d'autres écoles que Liège, mais je m'y suis pleinement épanoui et j'y ai trouvé presque une deuxième famille pendant ces 6 ans. Hmm. Tu notes des différences entre bah, toi, on va dire ta génération sortie de Liège, enfin de Belgique, et des vétérinaires équivalents sortis d'écoles françaises? Pas forcément énormément. Il y a dans la façon de se présenter comme partenaire de santé animale, heu, c'est beaucoup plus présent dans la culture belge que de se présenter de manière, on va dire, rapport heu, réciproque entre l'éleveur et le vétérinaire. Hem, j'ai entendu de la part de certains collègues français à l'époque où j'ai démarré, qu'il fallait de toute façon montrer, donner un diagnostic même si on n'en était pas sûr. Alors qu'en Belgique, on était plutôt, si on ne sait pas, on le dit, mais on met en pratique tous les, enfin tous les examens possibles pour trouver. Maintenant, c'est différent, je trouve, s'estompe encore plus avec le temps. Je trouve qu'il y a une humilité qui est équivalente venant de France ou venant de Belgique. Pour la partie rurale, bien sûr, parce que je fais de la rurale. Pour la canine, je me permettrai pas de commenter. Très bien. Alors la suite, fin de tes études, il me semble que tu es revenu directement en France, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc, pendant les examens de dernière année, j'ai eu une proposition d'embauche via un ami qui était sorti l'année d'avant, à Saint-Flour, dans le Cantal. Donc ça m'a donné une motivation supplémentaire pour réussir mes examens. Et donc directement, une semaine après le diplôme en poche, j'ai commencé à travailler à Saint-Flour, donc perdu en pleine montagne, pour faire mes premières armes et puis commencer à vraiment à gagner en autonomie sur le terrain. Donc forcément au début on compte ni ses heures ni son énergie, Heu et puis on n'a qu'une obsession, c'est d'être bon, d'être à la hauteur des attentes, de nos employeurs, des attentes des clients,
Et puis même pour son bien-être à soi, on se dit il faut répéter les gestes pour gagner en autonomie, gagner en automatisme. Et puis voilà, le but c'est à la fois d'être content de soi, de son travail, mais aussi content de tout ce monde qui nous entoure, pour gagner au plus vite en sérénité dans le travail. Puisque comme beaucoup, j'étais extrêmement stressé au début et j'avais la peur la hantise de décevoir, que ce soit les clients, les éleveurs ou mes employeurs. Donc voilà, après ça c'est sans doute lié à mon éducation, ou à des événements de l'enfance, euh, voilà, cette partie peur de décevoir. Mais voilà, je pense qu'elle est quand même présente chez énormément de vétérinaires qui débutent. Euh, donc voilà, pour lutter contre la fatigue, le stress, donc ça qui crée un état d'auto-stimulation permanente. Donc avec le stress de pas savoir ce qu'est la vache, le stress de pas savoir faire, le stress du téléphone qui sonne pendant les gardes. Enfin, voilà, beaucoup s'y reconnaîtront. Donc pour lutter contre cette fatigue et ce stress, j'avais tendance à faire un peu abstraction et à la mettre en second plan pour quitte à voilà à anesthésier cet état en fumant jusqu'à 2 paquets par jour, ou en décompressant le soir avec des soirées bien arrosées, euh, voilà, pour histoire de vraiment mettre au second plan cet état et faire comme s'il n'existait pas, quoi. Et ça, c'est quelque chose dans lequel tu es tombé tout de suite, ou c'était progressif? À quel moment tu t'en es rendu compte? Mais disons que la prise de conscience est quand même assez compliquée à mettre en place, dans le sens où c'était déjà considéré comme la norme pendant les études, puisque étudiant, on fait beaucoup d'excès sans vraiment faire attention à soi. Et je dirais même la, la partie liée à l'alcool est plus que dans les normes en fait. Elle fait partie des éléments sociaux de convivialité et voire même de comparaison entre les personnes, savoir tu tiens pas, enfin voilà, allez hop, t'es capable de revenir. Donc il y a un aspect de performance. Donc en fait c'est très insidieux, on continue par habitude et on ne se rend pas compte parce que ça fait partie déjà de notre quotidien depuis des années en fait. Hmm. Hmm. T'es resté combien de temps à Saint-Flour? J'y suis resté 1 an et demi, 1 an et demi où ça s'est très bien passé, et j'ai effectivement beaucoup progressé, notamment grâce à Tristan de Guillaume qui m'a énormément appris et de ce poste je suis sorti, on va dire quasiment autonome dans tout ce qui est médecine de base et chirurgie de base, grâce à lui. Et voilà, ça m'a permis d'apprendre à justement maîtriser les gestes de base, à gagner en vitesse d'exécution. Est-ce que ça m'a appris à gagner en sérénité? Bah, je me suis rendu compte après coup que pas forcément. J'avais surtout appris à justement cacher cet état d'anxiété et simuler euh, un état de confiance qui n'était pas si Hmm. présent que ça. Oui, donc en fait, bien accompagné sur la partie, on va dire, pratique de la profession, mais peut-être pas sur la partie, ce qu'on appelle communément aujourd'hui, voilà, compétences douces. Voilà, tout à fait. En fait, je pense qu'il y a eu un espèce de conflit de génération à l'époque où je suis rentré sur le marché du travail, mais en sourdine, un petit peu pas franc, pas assumé. Les anciens vétos faisaient leur taf sans jamais se plaindre, sans jamais dire qu'ils étaient fatigués, vraiment faisaient leur métier sans jamais exprimer la moindre émotion ou la moindre faiblesse, on va dire ça comme ça, ce qu'ils pouvaient considérer eux comme des faiblesses, euh, et on va dire qu'ils attendaient quelque part ça de nous, ou du moins que ce soit pas trop présent le fait de s'écouter, le fait de d'être stressé, le fait d'être fatigué, le fait d'être angoissé, parce que eux avaient réussi à surmonter cet état ou voire même le mettre dans une boîte enfermée à double tour. C'était dans les us et coutumes que de ne pas s'exprimer sur le sujet. Hmm.
Et donc tu quittes Saint-Flour pour ensuite aller où? Eh bien donc avec ma compagne de l'époque, on a décidé conjointement d'aller en Normandie. Donc on est allé, moi à Vire, elle à Béni-Bocage, donc c'était juste à côté. Euh, on était dans deux boîtes séparées, où j'ai donc pris une activité rurale pure avec garde, donc même schéma, sauf que je suis passé d'une clientèle à 50% allaitante à une clientèle quasiment 100% laitière, donc avec des gardes un petit peu plus light, et puis par contre on va dire des schémas de pathologie métabolique qui étaient un petit peu plus poussés, ou un petit peu plus présents, voilà, donc une clientèle quasiment pure laitière. Donc même schéma, même objectif. Donc j'ai continué dans la même lignée, être bon, être meilleur, plus rapide que les autres, quitte à faire abstraction de soi, et puis voire même se brûler les ailes, mettre en péril l'essentiel, qui est l'entourage, quoi. Parce que effectivement, c'est le danger de ce genre de schéma où on est toujours à 100% et où on n'arrive pas à tenir debout et qu'on n'est pas suffisamment équilibré pour encaisser euh, le, l'ensemble des conséquences de ce schéma de vie, c'est que effectivement derrière il peut y avoir des conséquences sur la vie de couple, la vie de famille, et, euh, et puis voilà. Donc à ce moment-là, c'est toujours 2 paquets par jour et des soirées arrosées qui te permettent, on va dire, de t'anesthésier quelque peu. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire, en termes de quantité, enfin, qu'est-ce que ça veut dire boire tous les soirs, ça veut dire boire tous les jours, ou c'est juste entre guillemets des soirées en excès sur la semaine de temps en temps. Je pense que il y a, en mon opinion, de ce qu'on sait aujourd'hui des addictions et de l'alcoolisme, c'est qu'il peut y avoir différents schémas dans lesquels si on se reconnaît pas en plus, on se dit que c'est ok et que voilà, il n'y a pas de problème. Je sais pas ce que tu penses de ça. Ben, c'est tout à fait vrai. Enfin, c'était un mélange des deux. On va dire que les soirées arrosées, c'était des soirées où les limites n'existaient plus. Et puis, on va dire que le fait de boire en journée, enfin, on va dire de chercher un prétexte, on se rend pas compte du fait que on est sous emprise de de cette molécule, et que en fait on boit plus pour être bien, on boit pour ne plus être mal, en fait. C'est cette Mm. limite-là qui est compliquée à gérer. Donc après, on titille toujours la limite avec la, la faisabilité d'être opérationnel sur le terrain, et c'est là que il y a différentes étapes, de se dire bon, la première étape, c'est non, il n'y a pas de problème, tout va bien. La deuxième étape, ok, j'ai un problème mais je gère. La troisième, je gère pas mais je veux pas que ça se sache. Enfin, voilà, c'est des étapes petit à petit qui nous mettent en porte-à-faux avec l'entourage, avec soi-même aussi, et bien évidemment la, la vision de soi et l'opinion qu'on a de soi-même se dégrade petit à petit, et où on a tendance à s'enfermer dans une spirale autodestructrice, et où à la limite on se renferme encore plus dans le travail pour ne pas voir la réalité en face. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, qui fait on est plus vraiment soi-même, et que on finit par faire fuir son entourage. Et il y a un déclic à un moment donné? Il y a quelqu'un qui te tend une perche, qui te fout un coup de pied au cul, comment ça se passe? Eh ben, ce qui se passe, c'est d'une part, j'ai encore changé d'endroit, donc suite à la séparation avec ma compagne, je suis arrivé en Mayenne, donc toujours enfermé dans ce schéma-là. Et puis donc le déclic, donc j'ai rencontré quelqu'un qui est aujourd'hui mon épouse, et la mise en évidence de la situation, et la prise de conscience que que personne n'est dupe dans mon entourage, et que la situation est quand même visible pour la plupart des gens, et qu'il faut se, se reprendre en main, a été effectivement ce déclic de dire bon bah maintenant c'est en gros, soit je continue et je me détruis et je détruis tout le monde autour de moi, soit je m'en sors, et je reconstruis un autre référentiel pour continuer à vivre autour. Je trouve que tu soulèves un point qui est
important, cette réalité que l'entourage est déjà au courant. Est-ce que tu penses avec du recul ou aurais voulu que les gens, que certaines personnes viennent t'interpeller sur ton addiction, ou est-ce que tu penses qu'il fallait que toi t'y arrives toi-même à cette conclusion pour ensuite changer les choses? Ben en fait, c'est un mélange des deux parce que beaucoup de monde a essayé de m'en parler, mais le problème, c'est que l'entourage, on est toujours très proches les uns des autres. On sait jamais comment parler sans vexer, sans brusquer, sans, sans risquer de se mettre en porte-à-faux. Voilà, parce que cette prise de conscience progressive de ma part, elle s'est fait par étapes et on peut pas griller ces étapes-là. Il faut du temps pour vraiment réaliser ce qui est en train de se passer, et il faut à un moment donné toucher le fond et être dos au mur pour pouvoir rebondir et remonter à la surface. Il y a des gens qui ont essayé de m'interpeller là-dessus en prenant des gants, en essayant de m'expliquer calmement les choses. Voilà, et il y a une forme de déni à un moment donné par rapport à ça de ma part, et qu'on ne maîtrise pas. C'est voilà, et on peut pas juger les gens qui m'ont pas interpellé à un moment donné pour essayer de m'en sortir, parce que certains l'ont fait, d'autres l'ont pas fait. C'est très individuel dans l'entourage, les personnes qui ont la position, la force morale et le caractère pour en parler, par rapport à d'autres qui n'y arrivent pas tout simplement. Après, ça ne présume pas la qualité de la relation qui est entre moi et ces personnes-là. Tu touches le fond, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'arrêtes tout? Tu te fais une cure? Comment tu commences à t'en sortir? Eh ben, en fait, enfin voilà, il y a eu un événement qui a fait que voilà, ça a été ça a été mis sur la table, ce problème-là. J'ai eu la chance à cette époque-là d'être dans un cabinet veto avec des gens formidables qui m'ont entouré, qui m'ont permis de continuer à travailler euh, plutôt que là où certains m'auraient peut-être foutu dehors enfin voilà, pour faute grave ou choses comme ça. Là, ils m'ont entouré, ils m'ont permis de m'en sortir, de m'accompagner. Alors concrètement, j'ai pas fait de cure du tout. J'ai vraiment tout stoppé tout seul d'un coup. Alors on m'a dit après coup que c'était extrêmement dangereux et qu'il fallait surtout pas faire ça, parce que enfin voilà, ça pouvait avoir des conséquences physiques qui pouvaient aller loin. Mais ça s'est bien passé. Et donc depuis ce temps-là, ça a été ferme et définitif. J'ai plus jamais retouché à une goutte d'alcool. Ça fait 10 ans. Voilà. Après, bon, j'ai pas tout arrêté d'un coup, donc le tabac, j'ai continué pendant un certain nombre d'années. J'ai arrêté de fumer il y a 5 ans. Euh, voilà. Donc depuis, je ne suis plus enfin, je ne suis plus sous l'emprise de quelques substances que ce soit, et ça se passe bien. Donc comme quoi, c'est tout à fait possible de s'en sortir et on va dire, c'est la volonté, mais pas que. C'est vraiment l'entourage et le contexte qui a fait que ça a été possible à un moment donné. Faut pas se présumer de ses forces ni se sous-estimer. C'est vraiment un contexte donné, un comment dire, un moment donné qui fait que ça a été possible pour moi à ce moment-là. Bah écoute, bravo en tout cas, hein, parce que c'est vraiment un accomplissement aussi. Hein, je pense que tu peux même si c'est ce que tu dis, un tout, et l'accompagnement d'autres personnes, n'empêche, tu t'en es sorti, et pour ça, voilà, c'est quand même formidable. C'est même pas relativement formidable, c'est formidable. De ce que j'ai pu comprendre, au moment où les choses commencent à se mettre sur les rails, bah tu décompenses. Faudrait que tu me guides un peu sur la temporalité, mais en tout cas, à un moment donné, tu craques, burn-out. Tu peux nous parler un peu de cette période? Oui, alors ça a été bien des années après. C'était il y a 2 ans en fait. Donc en fait, la reconstruction vis-à-vis de ces substances a été progressive, mais relativement rapide quand même. En fait, il a juste entre guillemets fallu changer de référentiel et trouver d'autres moyens d'évacuer la pression du travail.
se construire un nouveau référentiel. Donc ça a été trouver d'autres activités en dehors, même professionnelles, se diversifier et travailler sur soi. Mais effectivement, comme tu le disais, ça n'a pas été suffisant pour être suffisamment solide ad vitam aeternam, comme beaucoup de gens. Voilà, en fait, je pense que personne n'est surhumain et à un moment donné, j'ai effectivement décompensé un petit peu toutes les années passées. Donc le burn-out, je l'ai absolument pas vu venir. Donc je me suis enfermé dans le travail pendant des années et des années, avec des périodes où j'ai été un petit peu esseulé au niveau du travail pour des circonstances de départ d'associés ou de choses comme ça, donc qui n'étaient pas du tout volontaires de la part de mon entourage professionnel. Et puis au moment où ça a commencé à aller mieux, j'ai commencé à avoir des angoisses, un état d'anxiété permanent dès que je me levais le matin, dès que j'ouvrais les yeux, pas envie d'aller au travail, pas capable de prendre des décisions simples. Les visites tombaient, je savais jamais lesquelles prendre. Une envie de renfermement sur soi dès que les personnes m'approchaient, que ce soit les clients, que ce soit les assistantes vétérinaires, mes collègues vétos, et puis jusqu'à carrément avoir des difficultés respiratoires à certains moments. Donc j'ai même eu peur pour ma santé en me disant qu'est-ce qui se passe, j'ai peut-être quelque chose qui est en train de couver, quelque chose de d'embêtant, voire de grave. Donc j'ai fait un certain nombre d'examens de santé qui n'ont rien révélé. Donc c'est là que qu'on m'a expliqué que c'était ça, un burn-out, en fait, que on se rendait soi-même malade parce qu'on n'arrivait plus à avancer. On était vraiment en mode veille et en mode survie, et que voilà, c'était lié à probablement entre autres à un surmenage professionnel. Oui, donc selon toi, il n'y avait pas d'élément déclencheur en particulier, c'était un amalgame de choses, notamment le surmenage. En fait, c'est un petit peu lié quand même, je pense, en ce qui me concerne. J'ai pris sur moi pendant des années et des années par conscience professionnelle. Alors donc on n'est plus dans le schéma du véto débutant qui cherche à faire ses preuves, mais plutôt dans un schéma où l'entreprise connaît euh, pas dire des difficultés, mais où on est en léger sous-effectif et il faut assumer parce que je suis associé, parce que je suis responsable de mes clients. On assume, on multiplie les interventions, on multiplie les gardes, on multiplie les responsabilités. En même temps, ce qui me permettait de m'échapper faisait aussi partie du monde du travail. Et puis, comme on est apprécié, on accepte tout ce qui tombe sous la main. On dit jamais non. Et puis, au bout d'un moment, on se retrouve prisonnier de ce schéma-là, et voilà, c'est compliqué, compliqué d'en sortir jusqu'à ce que le corps décide pour nous et décide de dire stop, quoi. Comment tu prends soin de toi alors pendant ce burn-out? Comment tu le vis, cette période? De combien de temps elle dure? Alors j'ai été en arrêt pendant 2 mois et demi. Euh, Pendant, on va dire au moins la moitié, j'ai subi au sens propre du terme les l'accompagnement. Mais c'est pas péjoratif ce que je dis. Je l'ai subi dans le sens où je ne prenais aucune décision. Je me suis vraiment laissé guider, laissé aller en me disant de toute façon je suis plus maître de quoi que ce soit. J'ai quand même perdu presque 7 kilos en l'espace de 15 jours, ce qui m'était jamais arrivé. J'étais dans un état où j'arrivais même plus à avaler, à déglutir. Donc je me suis dit là, il faut vraiment que je me laisse accompagner. Donc j'ai vu un certain nombre de personnes, toutes les personnes qui pouvaient m'aider, j'ai suivi. Donc j'ai vu médecin traitant, j'ai vu un psychologue qui m'a accompagné, j'ai fait des séances d'ostéopathie aussi pour essayer de libérer les tensions et les émotions engrammées. Donc pendant cette période-là, j'ai vraiment, on va dire pendant 1 mois et demi, je me suis laissé guider euh, jusqu'à essayer de retrouver un état de stabilité suffisant pour pouvoir me permettre de prendre des décisions par moi-même. Donc suite à ça,
Voilà, j'ai essayé de reprendre petit à petit des activités simples, où il y a pas besoin de réfléchir, comme la marche dans la nature, les choses vraiment très simples et très basiques. Et j'ai pas cherché à ni essayer de comprendre, ni à essayer d'exprimer quoi que ce soit, ni par écrit, ni auprès des gens. Et bon, c'était une période un peu compliquée pour faire un burn-out, puisque c'était la période préparatoire des examens justement euh, à au diplôme d'ostéopathie vétérinaire. Donc les premières semaines, j'ai appelé le staff en disant que je reportais d'un an le passage du diplôme et tout, parce que je m'en sentais pas capable. Et, euh, enfin, j'ai été très très accompagné aussi par ces personnes-là qui m'ont dit, ah, c'est quand même dommage, et on te sent suffisamment capable, même en mode veille, pour avoir l'examen. Donc ne te ferme pas des portes. Donc j'ai mis entre parenthèses cette partie-là pendant le premier mois et demi, et la deuxième partie, c'est la première chose que j'ai fait pour reprendre contact avec le milieu professionnel, c'est replonger un peu dans mes cours et réviser cet examen d'ostéopathie vétérinaire qui avait lieu 2 mois après. Tu parles du burn-out comme une mise à jour. J'ai bien aimé le terme utilisé. Quelles sont, dirais-tu, les nouvelles fonctionnalités du GNRLA alors? La première fonctionnalité, c'est d'apprendre qu'on n'existe pas uniquement à travers les autres et de l'image qu'on renvoie aux autres. C'est déjà commencer par apprendre à se regarder dans un miroir et se dire: «Je suis un être vivant, incarné, posé sur terre, et j'existe face aux autres, et j'ai le droit d'avoir, non seulement, des envies, des désirs, mais aussi des faiblesses, des coups de moins bien, et que, le mieux d'un jour n'est pas forcément le mieux du lendemain». Voilà, c'est un petit peu la prise de conscience que pendant toute la première partie de ma vie professionnelle, qui a duré, on va dire un petit peu moins de 15 ans, heu, on ne s'écoute pas assez. On n'existe qu'à travers à travers ce que l'on produit, ce que l'on fait, les compliments qu'on peut avoir, la satisfaction du client ou des collègues. Et on n'apprend pas suffisamment à dire non, à dire qu'on a des préférences, qu'on a des envies. Et c'est le danger à terme de se retrouver un petit peu dans le schéma pervers des métiers de service, parce on n'a pas en vétérinaire l'apanage de ce de cette mentalité-là, de se dire que voilà, on a une image. Le vétérinaire il aime les animaux, il doit être présent pour les animaux, pour les gens. C'est ça qui fait la force de ce métier-là, et tout ce qui gravite autour, on le comprend, mais on le comprend pas vraiment, en fait. Bien sûr qu'un vétérinaire a le droit d'être fatigué, d'être à bout de force, mais en même temps, ce qui doit primer, c'est que mon animal est pas bien, et il se reposera plus tard et trouvera bien un moment. Donc c'est un petit peu la contrepartie de notre société d'hyperconsommation, où on veut tout de suite, maintenant, moins cher que les autres. On peut se permettre de noter derrière sur les sites internet, de donner une note, et où aujourd'hui on est confronté à cette vision poussée à l'extrême du fait de prodiguer des services aux clients. Ouais, un culte, une espèce de culte de la performance et de la profitabilité, quoi. Et ouais, compliqué de s'extirper de ça. Bah, du coup, quels sont toi tes garde-fous pour éviter de tomber justement dans ce surinvestissement? Bah, déjà commencer par proposer aux autres, toujours en langage positif, hein. C'est un élément très important, que de se permettre ça pour soi, mais aussi de le permettre aux autres, bien évidemment. De mettre une philosophie d'entreprise où chacun a le droit d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de faire. Alors évidemment, voilà, on n'est pas à Woodstock non plus. Il faut que rester quand même cohérent dans le monde de l'entreprise, mais où chacun a le droit de s'exprimer, de s'épanouir, d'aller, on va dire, engranger des choses qui lui plaisent au quotidien. Alors ça peut se manifester soit sous forme de formation et de spécialité, mais aussi
de rapport avec les gens. Enfin voilà, s'il y a un rapport particulier avec un client, voilà, on peut se permettre d'avoir nos petits clients préférés. Voilà, c'est vraiment un état d'esprit que j'ai trouvé à Guémené-Paimpfos, dans ma clinique. C'est un climat de bienveillance, d'écoute et d'empathie qui prime sur tous les autres objectifs que se sont fixés les associés de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement profitable au quotidien. Alors ça se fait bien évidemment aux dépens d'autres critères, hein. On peut pas tout avoir, ce serait trop beau. Mais effectivement, le fait de privilégier le bien-être au travail fait que chacun se sent bien, se sent à sa place et se sent respecté au travail, et quel que soit on va dire le rang hiérarchique ou la fonction dans l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Vous avez des façons de vérifier, entre guillemets, enfin de maintenir un peu ce climat? Vous avez des façons je sais pas, vous faites des réunions, comment vous faites pour se dire oui, ok, on est toujours au point sur cette philosophie d'entreprise? Bah déjà, effectivement, on fait une réunion avec tout l'ensemble des équipes. Alors ça fait quand même du monde, hein. On est bientôt 30 personnes en tout, en Veto et ASV. Tous les 2 mois, on fait une réunion du midi où on mange ensemble et on passe en revue, on va dire pas des banalités, mais des points logistiques, des points d'organisation. Voilà, mais c'est juste pour passer du temps ensemble. Chaque année aussi, on fait une demi-journée des équipes où avec l'ensemble, on va faire une activité type karting, canoë, escape game, avec l'ensemble des équipes Veto et ASV, et on fait un petit repas le soir chez un des Veto la plupart du temps, un barbecue ou chose comme ça, donc un moment convivial. Après, il y a un certain nombre de réunions en sous-équipe aussi. Donc, il y a des réunions avec les équipes rurales, entre vétérinaires ruraux. La même chose avec les canins, la même chose avec les véto-équins. Il y a des réunions ASV. Voilà. On se voit très souvent, en fait, et on essaye de se parler, entre personnes, sans tenir compte forcément de de paramètres hiérarchiques ou de choses comme ça. Alors après, effectivement, je pense que toutes les personnes qui sont dans l'entreprise sont dans le même état d'esprit que ce qu'on a essayé de créer, et c'est en ça que c'est une réussite. Euh, et puis on est une équipe très jeune. Je suis un des plus âgés de la clinique à 41 ans, et je suis l'associé le plus âgé, donc le fait d'avoir des jeunes qui sont très au fait justement de cette écoute, de ce climat d'écoute et de bienveillance aujourd'hui, qui sont très attentifs, permet de, d'entretenir ce climat. Ok, très clair. Et toi, à titre personnel, parce que tu as tendance à t'engager, on en parlera juste après, dans de nombreuses choses. Comment toi tu fais? Tu me disais que ton temps libre est plutôt restreint. Tu trouves aujourd'hui un équilibre qui te convient? Comment tu fais si tu as l'impression que ça déborde, pour éviter justement de retomber dans potentiellement un burn-out, un épuisement professionnel? Bah déjà, je pense que je suis pas à l'abri d'y retomber un jour. Franchement, une fois qu'on l'a vécu, on se rend compte à quel point on est vulnérable et à quel point on est démuni, et surtout comme on voit rien venir quand ça arrive. Donc je me garderais bien de dire que ça m'arrivera plus jamais, parce que le fait d'avoir traversé cette épreuve euh, nous fait connaître cet état et nous met dans un état de vigilance où effectivement on est plus attentif aux signes précurseurs de ce genre d'état. Donc effectivement, c'est la première chose. Après, effectivement, je m'accorde peu de temps libre, mais je considère qu'une partie de mes activités vétérinaires font partie des choses qui me nourrissent et qui entretiennent mon état d'équilibre entre justement, on va dire, comme on dit en ostéopathie, l'état orthosympathique et parasympathique, c'est-à-dire l'état d'excitabilité et l'état de détente qu'on peut trouver en chaque chose. Après, effectivement, on en parlera sans doute après, mais le fait, les études d'ostéopathie m'ont énormément apporté, non seulement pour on va dire le travail d'écoute sur les animaux, mais aussi l'état d'écoute de soi-même et le travail sur soi.
et m'a appris qu'on ne pouvait pas aider les autres si on n'était pas bien soi-même. Donc la première chose à faire en se levant le matin, c'est de se mettre dans un état qui est compatible avec l'apport de soins. Et ça, on nous l'apprend pas forcément, enfin du moins on nous l'apprenait pas forcément à l'école au départ. C'est quelque chose qu'il a fallu que j'expérimente moi-même et j'en suis très heureux aujourd'hui. Maintenant, je depuis mon burn-out, je trouve mon plaisir dans des choses extrêmement simples. J'en ai pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, mais j'essaye de passer un maximum de temps avec ma famille, avec mon épouse, avec mes enfants, qui, comme beaucoup de familles, grandissent à vue d'œil et je les vois pas, je les vois pas grandir. Donc, je me dis que le temps où ils sont à la maison sera un temps limité. Il faut en profiter à fond et j'essaye de leur inculquer cet amour des choses simples, des petits plaisirs, comme le fait de partager un bon repas, se promener en famille, aller voir des belles choses de la nature, des cascades en montagne, se promener sur la plage, vraiment des choses très simples et le fait d'être empathique avec les autres tout en restant à l'écoute de soi. Et tu parlais de un état propice aux soins, aux dons de soins. Tu as une routine spécifique le matin qui te permet de ça? Je sais pas, tu fais de la méditation, la cohérence cardiaque, ce genre de choses? Eh ben, je devrais parce que c'est des outils très utiles. Je me suis fait une routine un petit peu plus courte parce que je suis quelqu'un de très impatient. Alors, ça va à l'encontre de tout ce que j'ai dit. L'impatience et le fait de se poser, c'est quand même assez antinomique. Non, non, mais c'est suffisant. En fait, je me fais une routine où je me récite dans ma tête que je suis là, je suis incarné, je suis les pieds sur terre, et voilà, je suis présent et je suis prêt. Alors, c'est pas les mots exacts de ma routine, je me garde ma recette secrète, mais euh, voilà, c'est histoire de dire que je suis présent, je suis là, j'existe et je suis bien avant de me consacrer aux autres. Un bel exercice d'ancrage, quoi. C'est ça. Alors parlons-en de l'ostéopathie, justement, ça allait être ma prochaine question. Donc, à quel moment, à quel moment tu t'y intéresses? À quel moment qu'est-ce qui s'est passé pour que tu commences à t'intéresser à l'ostéopathie vétérinaire? En fait, enfin, c'est la conjugaison de 2 critères. Le premier, c'est une certaine frustration dans certains cas cliniques, notamment en rural, la fameuse vache couchée ou après l'élage où on fait tout ce qu'on peut en allopathie pour la relever parce une vache couchée, son temps de vie est limité par l'écrasement des fibres musculaires et d'autres paramètres. Où on part du principe qu'elle est en hypocalcémie, donc on va lui apporter du calcium, on a fait une prise de sang, on fait le dosage sanguin, on se rend compte que tous les paramètres sont bons, et puis elle a eu des anti-inflammatoires, et là, bah, je peux plus rien pour elle. Donc effectivement, une forme de frustration de se dire qu'on peut pas aller plus loin, pas apporter plus, et puis pas investiguer des choses qui seraient plus en rapport avec l'individu que une somme de normes. De se dire qu'une vache c'est 38,5 de température, tant de glycémie, tant d'acétonémie, de se dire qu'un individu il a une histoire, des choses qui lui sont propres, que ce soit en termes de vécu, en termes de traumatisme physique, etc., qui font que il y aurait une méthode pour la soigner qui soit plus personnelle. Puis la deuxième chose, c'est une forme de fascination. J'ai rencontré une consoeur qui venait chez nous, donc une ostéopathe vétérinaire largement confirmée, Hélène Leray pour ne pas la citer, qui venait chez nous et j'ai eu une forme de fascination pour ce qu'elle faisait et une envie de découvrir un petit peu ce monde-là du fait de poser la main, de poser la main sur un animal et de sentir non seulement des choses bouger, mais des, euh, des choses en restriction de mouvement, des endroits qui collent pas et une fois que la séance est terminée, d'avoir un animal qui va mieux. C'est tout simplement ça. Donc j'ai commencé sur les conseils d'Hélène par faire l'initiation à l'ostéopathie vétérinaire via l'IMAOV en 2017, donc c'était à Morteau, à côté de la Suisse. Euh, donc ça m'a permis de me rendre compte effectivement que j'étais vraiment très attiré par cet aspect de la médecine vétérinaire, et puis aussi de me rendre compte qu'il y avait une équipe formidable d'enseignants avec lesquels on avait
un feeling très particulier, une ambiance très détendue bien évidemment et très très chaleureuse. Et donc enfin voilà, j'étais parti pour ne faire que l'initiation et puis en définitive je me suis dit non c'est pas possible de ne faire que ça, j'ai envie de faire le cursus. J'ai patienté 1 an puisque mon épouse était enceinte de notre deuxième enfant, Marius. Je me suis dit c'est pas le bon moment, donc j'ai patienté 1 an. Je me suis lancé donc l'année d'après, donc en fin 2018, et puis bah, ma femme est tombée enceinte du troisième, donc comme quoi c'était inéluctable qu'il fallait passer par là avec des enfants en bas âge. Et petit point pratique, comment ça se passe alors les cours d'ostéopathie à l'IMAO? Il y a toute une partie, on va dire, découverte des différents rythmes auxquels on peut avoir accès avec les mains, des rythmes, des mouvements du corps qui sont plus ou moins spontanés et plus ou moins, on va dire, instinctifs chez telle ou telle personne. C'est très personnel. Donc il y a toute une palette de ressentis, en gros, que ce soit le MRP, le mouvement respiratoire primaire, les fascias, d'autres rythmes ou d'autres d'autres types de ressentis. Chacun arrive avec un état plus ou moins vierge de ressenti et le but c'est qu'à la fin on ait pu faire connaissance avec le maximum d'outils pour pouvoir c'est un peu comme vétérinaire pour pouvoir pallier à toute situation puisque les on a chacun ostéopathe vétérinaire ou ostéopathe tout court des routines, donc une approche plus ou moins standardisée, mais il faut rester ouvert non seulement à la surprise, mais aussi au confort de l'animal. Il y a des techniques qui peuvent être plus ou moins confortables selon l'individu, selon la situation, suivant le blocage, et c'est d'autant plus d'autant plus efficace d'avoir une palette d'outils comme ils disent, d'avoir un marteau pour enfoncer des vis, quoi. Mmh. Et la formation te permet de pratiquer assez rapidement. Je pense que c'est un certain nombre d'heures tous les mois sur place, c'est bien ça? C'est ça. On fait un séminaire par mois, donc 10 mois de l'année, de 3 jours, pendant 2 ans et demi. Donc ça fait un total de 26 séminaires. Et moi, j'ai commencé à proposer des services à partir du troisième, quatrième séminaire. Donc effectivement, on n'a pas accès à l'ensemble, on va dire, de la logique et des outils, mais on peut déjà commencer par s'entraîner. En fait, c'est de l'entraînement, hein, par poser les mains sur l'animal, essayer de suivre des rythmes, essayer de suivre des tensions dans une direction donnée, essayer de rester à l'écoute d'un blocage et parfois même ça se débloque tout seul. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant et extrêmement confortable pour l'animal. Et puis, bah, petit à petit, on avance dans les techniques et on avance dans le cursus pour essayer d'objectiver ce qui se passe, de l'expliquer, on va dire d'une manière plus scientifique, de conscientiser les chaînes de blocage, c'est-à-dire les liens entre les différents blocages sur le corps, et voilà jusqu'à la fin du cursus et au passage du fameux DIE, donc du diplôme inter-école d'ostéopathie vétérinaire. Et qu'est-ce que ça t'apporte, l'ostéopathie? Comment tu te sens évoluer? Est-ce que ça te fait aussi évoluer dans ton approche allopathique? Est-ce que tu combines systématiquement les deux? Comment ça se passe tout ça pour toi? Ouais, c'est compliqué quand on a commencé à s'intéresser à un individu et à être à l'écoute de lui, de couper complètement, de vraiment découper en mode ostéopathie ou allopathique. On est toujours entre les deux. Et effectivement, le contact avec l'animal nous fait nous rendre compte que certaines choses qui nous enquiquinaient un petit peu avant. Je prends l'exemple de la prophylaxie bovine. Dès qu'on essaye de lever la queue d'une vache euh, parce que pour lui faire la prise de sang, elle est pas confortable, elle est pas à l'aise, voire même elle essaye de taper, etc. Mais parfois c'est juste parce que c'est douloureux pour elle ou inconfortable. Et donc le respect des tensions, le respect des tissus, le respect de l'individu permet d'avoir une approche qui est beaucoup plus dans le dialogue, même s'il ne se traduit pas par des mots, entre l'animal et le praticien. Et effectivement, aujourd'hui, ne serait-ce qu'une prise de température, je suis toujours avec l'autre main
poser sur le sacrum pour essayer de scanner un petit peu s'il y a des tensions particulièrement importantes. Alors après, faut pas non plus tomber dans l'extrême. Un animal qui est malade, qui a de la fièvre, bon ben voilà, il a besoin d'allopathie et chaque chose en son temps. Mais effectivement, on est dans un rapport de dialogue entre deux individus et dans la recherche de confort et d'information bilatérale, plus que je dirais dans un climat presque d'agression quand on arrive avec des seringues, des aiguilles, voilà des choses où on fait abstraction du ressenti de l'animal ou parfois dans la contention importante malgré des aspects de, de, de contraintes douloureuses, ça peut arriver. Est-ce que tu dirais que cette façon, cette approche, de manière générale, a une temporalité un peu différente et que du coup, tu te retrouves, parce que tu es plus dans l'écoute, c'est une approche finalement plus apaisée et pour l'animal, et j'imagine même le propriétaire, et pour toi? Absolument, absolument, puisque le fait déjà de se mettre soi-même, d'ouvrir les canaux pour rester attentif. En fait, c'est un état d'attention aux réactions de l'animal, à sa position. Enfin voilà, il y a rien d'extraordinaire. C'est aussi c'est accessible à tout le monde de voir effectivement comment l'animal se comporte et comment il se positionne, comment il réagit au toucher de telle ou telle partie de son corps. Euh, ça met dans un état où même les propriétaires sont souvent surpris, quelle que soit l'espèce, de la facilité avec laquelle on aborde un animal qui parfois au départ est présenté comme très peureux ou très agressif et l'animal au bout de quelques minutes vient spontanément vers nous ou se laisse manipuler sans difficulté. Ça ça c'est le premier élément quand on a cette approche d'écoute qui change radicalement, c'est ce climat de confiance réciproque entre l'animal et le praticien. Et ça, c'est extrêmement positif pour l'ensemble des protagonistes, y compris l'éleveur ou le propriétaire de l'animal, qui lui-même se met spontanément dans un état de confiance et de détente en participant indirectement à la consultation, ne serait-ce que par les échanges d'informations de l'anamnèse ou simplement par la contention légère de l'avant de l'animal quand on est à l'arrière ou vice versa ou des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est la première chose qui change radicalement, c'est cet état de détente généralisé autour de l'animal. Et certains, du coup, certains avocats du diable, on va dire, auraient tendance à dire oui, mais du coup, tu passes plus de temps. Beaucoup te diront ben on n'a pas le temps parce que on doit avoir plus d'animaux, parce que profitabilité, etc. Est-ce qu'il y a une certaine incompatibilité du coup entre ces choses-là ou qu'est-ce que tu penses de ça? Ce genre de raisonnement, effectivement, peut rentrer on va dire, en compétition, et je le dis sans jugement, avec effectivement la rentabilité, qui est un mode de raisonnement qu'on a essayé de mettre un petit peu en sourdine dans notre structure. La rentabilité des actes, c'est-à-dire le, le gain d'argent à la minute pour tel ou tel acte. Effectivement, quand on fait une césarienne en une demi-heure, trois quarts d'heure et qu'on gagne 250 €, passer une heure sur un animal à 70 ou 80 € de l'heure, c'est effectivement beaucoup moins cher. Le temps, de toute façon, il faut le prendre. On peut pas faire une consultation d'ostéopathie en 5 minutes, c'est pas possible. Au mieux, on fait quelques manipulations de confort, mais on peut pas avoir une vision d'ensemble de l'animal en si peu de temps. Donc effectivement, c'est un choix qu'il faut assumer, qu'il faut présenter. Alors après, je suis également chef d'entreprise. Je dirais que c'est indirectement la satisfaction du client qui fait que il y a un apport. Il y a aussi la réputation de la structure sur le climat d'empathie vis-à-vis des animaux. Et puis vulgairement parlant, l'ostéopathie, c'est que de l'acte. On a besoin que de ses mains pour pour soigner un animal. Donc après, par rapport à dans le même temps 3 consultations où en fait le gain se fait sur les
sur la marge sur les médicaments principalement, c'est pas si évident que ce soit si peu rentable en fait, malgré le temps passé. Très clair. Alors je fais une autre transition, celle de ton investissement dans l'humain. Même question en vrai. À quel moment tu as commencé à toucher du doigt ces envies de commencer à mettre en place des actions, des conférences en lien avec le bien-être de la profession? Cet aspect-là, je l'ai pas du tout calculé non plus. Il est vraiment venu à moi, donc comme quoi le hasard fait assez bien les choses. Donc suite à mon burn-out, j'ai eu ça a été une partie de mon processus de de réhabilitation, de guérison, que une envie de partage de cette expérience-là, non pas par voyeurisme ou par envie d'exprimer des choses, mais juste me dire j'ai besoin de construire quelque chose de positif à partir du négatif de ce qui s'est passé. Et donc j'ai eu l'envie de faire de la prévention par rapport à ça. Et ayant fait connaissance avec un certain Pierre Madvet, qui est une personne formidable qui s'est spécialisée dans le sujet des relations humaines vétérinaires au sein des cabinets et qui est extrêmement doué dans le domaine, on a eu envie de proposer à Oniris une conférence pour les étudiants vétérinaires pour essayer pour ma part, de partager ce qui s'est passé dans ma vie, et pour sa part d'expliquer un petit peu les schémas émotionnels et comment fonctionne un petit peu le cerveau pour expliquer ces phénomènes de burn-out, de gestion des émotions, gestion du stress. Et voilà. Et donc ça a été un franc succès. On a eu une centaine d'étudiants qui étaient ravis. Par la suite, j'ai eu un certain nombre de demandes de stages d'étudiants qui sont venus justement pour cet aspect-là, et en disant que ils aimeraient bien justement savoir plus sur ces schémas-là, parce qu'ils sont confrontés, même en tant qu'étudiants, au stress, au stress en permanence et à l'anxiété qu'ils n'arrivent pas bien à gérer. Et donc voilà. Donc on a, devant le succès de cet aspect-là, on a décidé de continuer, et ça nous a mené à faire soit ensemble, soit chacun de notre côté, des conférences aux différents étudiants. Alors moi, j'en ai refait une donc à l'école Veto de Nantes l'année d'après, et puis on s'est retrouvé avec Pierre à Vétérine Expo en Belgique pour faire reprodiguer cette conférence sur la gestion des émotions dans le métier de vétérinaire. Et voilà, on se rend compte que cet aspect du métier, il y a une demande énorme de la part des étudiants, et qu'il y a un énorme avenir à parler de ça, et à développer ces sujets pour anticiper les soucis dans un monde où entre 20 et 30%, je crois, des jeunes vétos arrêtent le métier au bout de 5 ans parce qu'ils gèrent plus au niveau charge mentale ou charge émotionnelle. Pierre Matvet, qu'on salue bien évidemment et que vous pouvez retrouver dans la saison 1, interviewé également. Est-ce que tu penses qu'on fait assez à ce niveau-là, justement, au niveau des écoles ou en dehors, ou directement dans les structures? Des choses se mettent en place, hein, de plus en plus. Il y a énormément comme je disais, de demandes à tous les étages et à tous les âges. Et effectivement, là, à Oniris, il y a un comité bien-être des étudiants qui a vu le jour. C'est eux qui nous ont contactés l'année dernière. Au niveau des structures, il y a de plus en plus d'actions, soit par les GTV, les GIE, voilà, même en intra-entreprise, pour essayer d'optimiser le bien-être des personnes au travail. Il y a des gens dans les chaînes de vétérinaires qui sont même en charge de ce genre de choses. Je pense que tu dois en savoir quelque chose. Sophie. Et donc effectivement, il y a une prise de conscience que ça n'est pas antinomique de se sentir bien dans sa tête et d'être productif et de contribuer à la bonne santé de l'entreprise. C'est même ça va même dans le même sens, ce qui a longtemps été considéré comme antinomique par nos aînés, puisque quand on ose exprimer ses émotions ou du moins les laisser ressortir, eh ben on est considéré comme faible et donc moins bon que les autres.
Qu'est-ce que tu penses qui a le plus changé en fait entre cette génération-là et la génération d'aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est l'environnement qui a changé principalement? Je pense que une des choses qui a le plus changé dans le travail au quotidien, c'est la charge mentale. Donc en fait, on compare des choses qui sont pas comparables. Mmh. Moi, j'admire énormément les anciens qui travaillaient seuls, qui étaient donc de garde H24, 7 jours sur 7, à 10-12 consultes par jour. Je parle pour la rurale, hein, effectivement, je parle de ce que je connais, qui ont travaillé seuls toute leur vie. C'est des gens admirables qui, effectivement, ont été d'une solidité à toute épreuve, et qui ont sans doute été, à un moment donné de leur vie, confrontés à ça, mais dans la solitude, et qui ont réussi à passer outre. Malgré tout, on n'oublie pas tous les gens qui ont craqué à un moment donné, voire où c'est le corps qui a déclenché des processus d'autodéfense, hein. Comme je dis, on peut faire un burn-out à 40 ans, on peut faire un infarctus à 50 ou un cancer à 60. Ça fait un peu peur ce que je dis, mais c'est malheureusement la réalité de beaucoup de vétérinaires qui ne se sont pas suffisamment écoutés. Aujourd'hui, il y a en fait une prise de parole de la part de certaines générations, une prise de conscience et un début d'acceptation par les générations au-dessus, de partage, une volonté de partage, et puis sans jugement, sans comparaison, et de se rendre compte que eux aussi pouvaient en tirer un bénéfice énorme, et que eux aussi avaient peut-être des bagages à déballer et des choses à régler pour euh, bah, pour euh, pour augmenter leur bien-être au travail. Alors qu'il y a encore une dizaine d'années, c'était plutôt considéré comme de la course à la performance, un peu du staccanovisme, mais de dire moi je suis capable d'encaisser, donc toi tu dois l'être, sinon c'est que t'es pas à la hauteur. On n'est plus dans ce climat de défiance et de comparaison. On est dans un climat de plus en plus où on grandit ensemble, et peut-être qu'un des paramètres qui a changé la donne, c'est la pénurie de main d'œuvre, hein, tout simplement. Euh, Bon, j'ai réussi, j'ai la chance d'avoir trouvé un jeune vétérinaire qui veut travailler avec moi. Je vais tout mettre en œuvre pour le garder. Et donc, s'il se permet d'avoir des souhaits ou des choses à confier, l'insolent, eh ben, je vais quand même l'écouter parce que effectivement, il y aura peut-être personne derrière. Et puis, petit à petit, ce climat devient de plus en plus omniprésent dans les entreprises, et on peut que s'en féliciter parce que c'est vraiment, c'est vraiment l'avenir de notre métier que de se sentir bien au travail pour pouvoir être à la fois bien dans sa vie et performant. Tout à fait. Parce que en fait, en réalité, on parle souvent d'équilibre vie perso, vie pro, mais c'est difficile de s'imaginer quand même un- que les deux soient indépendants l'un de l'autre. Le métier de vétérinaire est quand même happant, prenant, et il le sera toujours, je pense. Et donc, il va toujours empiéter un petit peu, on va dire, sur la vie perso. Je sais pas, qu'en penses-tu? Ah bah c'est absolument vrai. Enfin, j'aurais peine à réfuter cet argument. D'autant qu'à notre époque, avec les mails, les smartphones, les notifications dessus, les gardes, les choses comme ça, c'est vraiment deux domaines qui sont complètement interconnectés. Et c'est de plus en plus le cas. Maintenant, est-ce que pour autant c'est complètement impossible de décrocher du travail quand on est en vie perso? Non, pas forcément. Mais effectivement, on est toujours tenté d'aller regarder ses mails, d'aller regarder si un tel a répondu, si tel cas s'en est bien sorti, si tel collègue est pas en difficulté. Donc c'est un nouveau référentiel à créer, euh, où on est solidaires les uns des autres, où on est à l'écoute les uns des autres, mais aussi où on respecte le droit à la déconnexion qui est très à la mode, mais le droit aussi au repos tout simplement, même sans être complètement déconnecté, de se laisser le droit de ne plus regarder ses mails, d'être injoignable au téléphone, de faire confiance aux autres, et voilà. Oui, et peut-être aussi simplement faire les choses en conscience, et donc se dire que si on consulte son mail ou son message, c'est parce qu'on en a vraiment envie et pas parce que on se sent obligé, redevable ou incompétent si on le fait pas.
absolument. Et puis aussi faire confiance aux autres, qu'on n'aille pas voir le mail par voyeurisme en disant est-ce qu'il a bien répondu à un tel, est-ce qu'il a bien fait ci, est-ce qu'il c'est pas de la surveillance, on n'est pas dans le Big Brother, se dire bah voilà, je suis utile à l'entreprise, mais je suis pas indispensable. Voilà, c'est aussi quelque chose d'agréable de sentir que la vie dans l'entreprise peut continuer sans nous et qu'on n'est pas un maillon de la chaîne qui fait que si le maillon pète, toute la chaîne s'écroule. Mmh. Voilà, c'est ce schéma-là de l'entreprise qu'on a essayé de mettre en place où tout le monde est utile, mais personne n'est indispensable, et c'est quelque chose qu'on a voulu positif et pas péjoratif, pour que chacun ait le droit de se mettre en retrait à sa hauteur, à son niveau et avec les outils qu'il souhaite déconnecter pour pouvoir se ressourcer, Mmh. ou tout simplement prendre du temps pour lui. Et c'est pas uniquement pendant les vacances, ça peut être aussi pendant un RTT, un week-end, enfin voilà. Alors Julien, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a, avant de passer à la fameuse dernière question, est-ce qu'il y a un sujet, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais qu'on aborde? Bah, il y a le sujet des GTV dans lequel je suis investi depuis maintenant, ça va faire 4 et 3, 7 ans. Heu, je voulais simplement remercier donc les GTV, c'est les groupements techniques vétérinaires, donc c'est une association de vétérinaires, principalement ruraux, mais pas que, qui interviennent pour le maintien et les services à la profession vétérinaire, vétérinaire rurale, auprès de l'État et auprès des vétérinaires, voire même des éleveurs. Donc c'est une aventure pareil, qui a permis de diversifier les actions que je pouvais avoir dans le milieu professionnel. Et aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir de présider depuis 4 ans les GTV Pays de Loire, et je m'épanouis énormément aux côtés de vétérinaires passionnés, formidables, et je voulais simplement les remercier de leur fougue et de leur volonté d'apporter souvent bénévolement pour la profession. Et j'ai eu la chance de les, sans trop de difficultés, de les convaincre de faire des actions justement pour le bien-être humain. Donc on a fait des journées de formation pour la gestion du stress. On est en train de mettre en place la formation de vétérinaires pour la prévention du suicide des éleveurs, parce que souvent on pense au mal-être vétérinaire, mais on est souvent confronté aussi au mal-être de nos clients qui sont souvent en détresse. Avec face à ce genre de situation, on ne sait pas toujours quoi faire des informations qui nous sont confiées, puisqu'on a aussi un rôle de confident parfois en tant que praticien vétérinaire. Donc on va mettre en place des formations pour le suivi du mal-être des éleveurs, et ça, c'est des choses qui se mettent en place, comme quoi cette prise de conscience du bien-être humain transcende même les frontières de notre simple métier, dans lequel on reste trop souvent fermé. Mais voilà, c'est une problématique beaucoup plus universelle qu'on ne le croit. Mmh. Toujours est-il que voilà, je remercie énormément tous ces vétérinaires et notre animatrice Esther Sabin pour le formidable travail qui est fait à ce niveau-là. Bah super, de belles initiatives en cours alors. Super, très très chouette. Du coup, la dernière question, quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même? Bah, je la décomposerai en deux phrases. Déjà, de se dire que quand on est dos au mur, parfois on a l'impression de plus être maître des choses, mais se résigner, c'est faire le choix de ne plus avoir le choix. Alors comme dirait Morpheus dans Matrix, tout commence par un choix. On a toujours le choix de se laisser porter ou de se battre, de de vouloir s'en sortir ou de ne pas vouloir s'en sortir, de changer certaines choses pour se mettre à jour, comme je disais, ou pour augmenter son bien-être de vie. On n'a qu'une vie, et donc il faut rester à l'écoute des autres, certes, mais aussi ne pas vivre que à travers les autres, et s'écouter soi-même. Et donc ça mène à la deuxième phrase que je me dirais, c'est celle une citation de Marcel Pagnol: la raison pour laquelle tant de gens trouvent cela si dur d'être heureux, c'est qu'ils imaginent le passé meilleur qu'il n'était, le présent pire qu'il n'est, et le futur plus compliqué qu'il ne sera. Et effectivement, souvent, on se fait tout un monde en se disant on est prisonnier de plein de choses,
Et en définitive, il suffit de franchir le pas et de se dire bon allez, je me lance, et on se rend compte que les changements sont pas si difficiles à mettre en place pour être plus heureux et être moins dans l'abnégation de soi-même. Je complète juste en disant que en tant que vétérinaire, on a une difficulté supplémentaire. On est confronté à des êtres qui ne trichent pas. On peut pas tricher avec un animal. Souvent, enfin, comme beaucoup de vétérinaires, on m'a déjà dit c'est plus difficile d'être vétérinaire que médecin parce que l'animal ne parle pas. Et souvent, je leur réponds c'est plus facile parce que d'être vétérinaire parce que l'animal il ne ment pas. On peut pas tricher avec un animal ni dans un sens ni dans un autre. Si on sait l'écouter, il nous donnera les informations vraies, véridiques et sans jugement. Mais en même temps, lui, on doit être franc aussi avec lui de manière à obtenir ces informations-là. Et donc, c'est pour ça la vie, c'est un travail sur soi en permanence et pour rester dans cet état de, on va dire de plénitude, mais ce climat d'écoute réciproque avec les animaux, avec les gens, avec son entourage, et pour essayer d'être en harmonie avec son environnement et le contexte dans lequel on vit. Une très belle façon de clôturer ce podcast, Julien, merci beaucoup. Comment peut-on te contacter s'il y a des gens qui souhaitent Eh bien, 2 façons. Donc j'ai un numéro de téléphone, comme beaucoup de gens. Donc vous pouvez me contacter au 07 82 30 42 23 ou par mail jherlag3vet@gmail.com. On remettra tout ça dans les commentaires, bien évidemment. Merci encore 1000 fois, Julien. C'était vraiment très chouette. J'ai adoré t'écouter. Un beau parcours, même si tumultueux, et de belles leçons de vie. Donc, merci. Et je te remercie également énormément, Sophie, d'avoir partagé ce temps avec moi. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et avec tes nouveaux interlocuteurs. Merci beaucoup, Julien. Merci tout le monde. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Veto Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.